Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro est bien placé. Alors, je voudrais d'abord remercier Mme Brigitte Quintal pour m'avoir invité à cette soirée qui m'a permis de rencontrer, même brièvement, deux femmes que je respecte infiniment pour ce qu'elles ont accompli, Mme Louise Arel et Léa Cousineau, que dans une vie antérieure, j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et je les salue respectueusement. Je trouve qu'elles font encore un travail extraordinaire. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi Mère Sainte-Anne-Marie, née le 15 octobre 1861 à Saint-Paul-d'Abbotsford, à Montérégie, est morte à Montréal le 13 mars 1937. Ça faisait 79 ans hier, son décès. Elle avait 75 ans. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi elle a joué et comment un rôle considérable dans l'avancement de l'éducation supérieure des Québécoises francophones dans la première moitié du 20e siècle. Je vais vous parler de ses origines et de sa carrière, de la conception que la société de son époque se faisait de la femme, de ses réalisations et de ses luttes. Comme disait Mme Quintal, qu'est-ce qui l'a motivée, qui ont été ses alliés, puisqu'elle en a eu, et quel est son héritage. Je tenterai de répondre aussi à une dernière question qui est bien d'actualité et que je ne peux éviter, puisqu'elle est le titre de la biographie que je lui ai consacrée. Est-ce que Mère Sainte-Anne-Marie était féministe? Je vais essayer de tout faire ça en une demi-heure. D'abord, qui suis-je et de quelle autorité puis-je, moi, un homme, parler de cette religieuse, un laïc? Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un ancien prêtre, je ne suis pas un ancien clerc, je suis un laïc, je l'ai été toujours. Et j'ai commencé à m'intéresser à Mère Sainte-Anne-Marie il y a une dizaine d'années, en préparant mon livre sur la vie dans les communautés religieuses de 1840 à 1960, une époque que j'ai qualifiée en sous-titre « L'âge de la ferveur » et qui a correspondu vraiment dans l'Église catholique à une période de grande ferveur. J'ai tracé dans ce livre un bref portrait de Mère Sainte-Anne-Marie après avoir eu le privilège de faire des premières recherches aux archives de la Congrégation Notre-Dame. En 2011, après avoir fait accepter mon projet par mon éditeur, je suis retourné à la Congrégation Notre-Dame avec cette fois-là l'intention d'écrire une biographie complète, mais à la façon d'un journaliste, c'est-à-dire comme un récit basé sur des faits vrais et vérifiés, mais rédigé dans un style proche de la biographie historique, en tentant d'entrer dans le personnage, d'en saisir et d'en comprendre la psychologie. Je vous ai dit que je travaille en journaliste. Comme l'historien, j'ai besoin de ces matériaux que sont les documents écrits et les témoignages pour reconstituer les événements et, comme le disait Raymond Aron, les inscrire dans leur contexte et leur contexte dans leur époque. J'ajoute toutefois une autre dimension à ma recherche. Je me rends toujours sur les lieux où mes personnages ont vécu en tentant de reconstituer ces lieux tels qu'ils existaient à leur époque. Et quand j'écris que Mère Sainte-Anne-Marie pouvait voir les Montérégiennes de sa fenêtre au Collège Marguerite-Bourgeoys, c'est que j'ai visité cet immeuble qui abrite aujourd'hui le Collège Marianopolis, en compagnie de religieuses qui ont pu me montrer l'endroit exact de son bureau. Quelques notes biographiques sur cette religieuse. Avec Mère Sainte-Anne-Marie, ma remontée dans le temps a commencé dans le rang Elmire, E-L-M-I-R-E, dans la partie basse de Saint-Paul-d'Abbotsford, où je suis bien sûr allé. J'y ai passé quelques jours, où les Canadiens français ont commencé, les Québécois qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, ont commencé à défricher de nouvelles terres au milieu du 19e siècle, en laissant la partie haute à ces descendants de loyalistes qui s'étaient établis un siècle plus tôt en plantant les premiers vergers qui rendront cette région prospère. Marie-Eveline Bengel, c'est son nom, était l'arrière-petite-fille d'un immigrant allemand, Johann Adam Bengel, qui, après 1783, après la guerre d'indépendance américaine, comme 1800 de ses compatriotes qui avaient combattu comme mercenaires dans l'armée du roi britannique George III, étaient venus s'établir au Québec, qui comptait alors quelques 80 000 habitants. Pour plus de détails, je vous renvoie à un livre extraordinaire de Jean-Pierre Wilhelmy, c'est un nom allemand aussi. Jean-Pierre Wilhelmy a publié chez Septentrion en 1984 un livre intitulé « Les mercenaires allemands au Québec » entre 1776 et 1783, et c'est une excellente documentation dont je me suis servi. Ces jeunes gens, puisque c'était des jeunes, étaient luthériens, mais pour épouser les jolies petites Canadiennes,
Les Québécoises, on les appelait à l'époque les Canadiennes, les fameuses petites Canadiennes de la chanson, à qui l'Église catholique interdisait de marier des protestants. C'était interdit. Alors, ces jeunes gens qui s'étaient épris de ces jeunes filles qu'ils avaient vues durant l'hiver parce qu'ils bivouaquaient le long du Saint-Laurent, évidemment, ils n'avaient pas le droit de leur toucher. Mais ces jeunes gens, pour pouvoir les marier, se sont convertis au catholicisme. Ils ont même poussé la gentillesse jusqu'à franciser leur nom. C'est ainsi que les Besseraires deviendront des Besserés, les Mères des Maheu, des Lippé, ainsi qu'elle sera aussi la grand-mère maternelle de Mère Sainte-Anne-Marie, qui était descendante d'un Allemand. Mais la troisième génération, la famille de Marie-Eveline Benguel était totalement francisée. On les appelait parfois les Bangles, des Bengles, B-I-N-G-L-E. Leur nom était écrit de différentes façons et prononcé souvent à la française. Ils étaient francisés et intégrés à la population catholique de la paroisse de Saint-Paul-la-Bastide, dont son père, qui ne s'appelait plus William, mais qui s'appelait Louis-Guillaume, sera d'ailleurs marié. Marie-Eveline était l'aînée d'une famille qui comptera 7 filles. Elle et sa sœur Marie-Philomène deviendront religieuses à la congrégation de Notre-Dame. Autre fait important de son enfance, sa mère, Philomène Pion, était une ancienne institutrice née dans une famille d'agriculteurs prospères. 3 de ses sœurs étaient religieuses. C'est donc dans un milieu à l'aise, sans être riche, pieux sans être dévot, où l'éducation des jeunes filles était tenue pour normale, que grandira Marie-Eveline Benguel avant de décider à 19 ans de se faire religieuse dans une communauté qu'elle connaissait pour avoir étudié durant 4 ans au Mont Notre-Dame de Sherbrooke, dont l'une de ses tantes maternelles, Mère Sainte-Luce, était la supérieure. J'ai dit « grandira », c'est vrai au sens propre du terme, car elle finira par mesurer 1,80 m ou 5 pieds 11 pouces, qui, ajouté à un port altier, en imposeront toute sa vie à ses interlocuteurs. Je passe rapidement sur les 20 premières années de sa carrière de religieuse. Enseignante au prestigieux Mont-Sainte-Marie à partir de 1883, elle en deviendra assistante supérieure en 1897, puis supérieure de 1903 à 1908, en se faisant remarquer par ses initiatives audacieuses en pédagogie. Par exemple, elle a fait inscrire au programme de l'enseignement secondaire des cours de chimie et de philosophie, ce qui est interdit à l'époque, parce que selon les préjugés largement véhiculés par des hommes, je dois le dire, ces matières ne convenaient pas à la nature féminine. En 1908, elle quittera le Mont-Sainte-Marie pour réaliser un de ses vieux projets et fonder le premier collège classique féminin au Québec, qui portera d'abord le nom d'École d'enseignement supérieur avant de pouvoir s'appeler en 1926 le Collège Marguerite-Bourgeois. Elle a dirigé ce collège jusqu'à sa mort en 1937. Elle a pris par la suite des années à fonder en 1926 l'Institut pédagogique de Montréal, comme le disait Mme Quintal, première école normale supérieure où les institutrices, religieuses comme laïques, souvent des laïcs de campagne, les jeunes femmes qu'on appelait les maîtresses d'école, pouvaient aller se perfectionner. En 1913, elle a été nommée maîtresse générale des études de la CND, qui comptait quelques 3000 religieuses à l'époque et 200 maisons d'enseignement. Elle en était donc la patronne et elle le demeura jusqu'à sa mort. En 1929, donc 8 ans avant son décès, elle a été la première femme à faire partie de la commission pédagogique de la Commission des écoles catholiques de Montréal, poste qu'elle occupera aussi jusqu'à sa mort. On le voit, le cumul des fonctions ne lui faisait pas peur. Je dois dire en aparté qu'elle ne dormait pas beaucoup, elle travaillait énormément, elle écrivait beaucoup, et j'avoue que pour quelqu'un comme moi, ça a été fantastique parce que pendant 1 an, j'ai pu passer avec l'accord de la Congrégation de Notre-Dame des journées entières dans les archives à lire ce qu'elle avait publié ou ce qu'on avait publié sur elle. Et comme disait ma mère, elle avait une belle main d'écriture, c'est facile à lire. Donc, en plus d'être aussi occupée, elle a même trouvé le temps de faire quelques petites fondations en passant, une école de dessin et de peinture rattachée à l'École des beaux-arts de Montréal,
Elle a fondé aussi une école normale de musique, une école d'enseignement ménager qui deviendra l'École supérieure des arts et métiers et une école de chant liturgique. J'aborderai maintenant son époque et les femmes. Quand je parle de Mère Sainte-Anne-Marie comme ça, tout lui a semblé facile, mais il n'en fut rien. Pour le comprendre, il faut voir quelle conception de son époque avait du rôle des femmes dans la société. Et quand je le décris, je ne fais pas de critique, je fais simplement un constat. Durant sa vie, Mère Sainte-Anne-Marie verrait le monde changer radicalement, comme les gens de son époque, bien sûr. Le téléphone, la radio, le cinéma muet puis parlant, l'électricité, mais aussi l'automobile et l'avion seront inventés. La grande presse d'information commencera à prospérer. Le transport par train, qui reliait les villages et les petites villes entre eux, le transport par train sera graduellement remplacé par l'autobus et par l'automobile. On commençait à traverser l'Atlantique en avion plutôt qu'en paquebot. Je serais porté à dire qu'une seule chose n'a pas changé durant la vie de Mère Sainte-Anne-Marie. Les femmes avaient obtenu le droit de vote partout au Canada, sauf au Québec. Elles l'obtiendront le 25 juin 1941, sous le gouvernement de M. Adélard Godbout, non sans une certaine ruse, mais ce n'est pas le but de mon propos. Il a réussi à convaincre le cardinal Villeneuve, qui était contre, parce que, disons que c'est un habile politicien, et il a fait voter cette loi. La Société canadienne-française, comme on l'a désignée à l'époque du début du 20e siècle, avait une conception de la femme qui correspondait, si j'ose dire, qui remontait plutôt, si j'ose dire, à saint Thomas d'Aquin. Le rôle de la femme était d'abord d'être une bonne mère et une bonne épouse, ce qui en soi n'est pas mauvais. Ma mère le fut, j'ai beaucoup de respect pour elle, sauf que cette définition était liée à quelques contraintes. Les femmes n'avaient pas de statut, elles ne pouvaient pas voter, donc elles ne pouvaient pas participer aux choses de la cité, et j'en passe un peu. Beaucoup de gens aussi avaient intérêt à ce que les choses ne changent pas. Premièrement, les professionnels, les notaires, les avocats, les médecins, ça s'est documenté. Ils craignaient que si les femmes accédaient à leur profession, ça leur enlèverait des clients. Les autorités de l'Église catholique, quand je dis les autorités, je parle de l'épiscopat, les hommes, craignaient qu'une instruction trop poussée chez les femmes ne les détourne de la vocation religieuse. Car l'Église, pour garder son contrôle sur l'éducation et la santé en particulier, avait grandement besoin de ces milliers de femmes qui occupaient ces fonctions. Le comité catholique du département de l'instruction publique, qui était aussi contrôlé par les évêques, refusait de donner des collèges classiques aux femmes parce que c'était réservé aux garçons, parce qu'ils pouvaient devenir prêtres ou alors occuper des fonctions dans la société. La population elle-même, on doit le dire, les gens sont parfois assez cruels entre eux. La population se moquait assez aisément de quelques rares femmes qui étaient instruites. On les qualifiait de bas bleus, puis d'autres qualificatifs qui, pour l'époque, étaient assez insultants. J'ai un grand intellectuel, journaliste et homme politique. Je vais vous citer une phrase qu'il a écrite et qui résume bien la conception qu'on se faisait de l'époque. Je cite, « La principale fonction de la femme est et restera, quoi que disent et quoi que fassent ou ne fassent pas les suffragettes, la principale fonction restera la maternité, la sainte et féconde maternité, qui fait véritablement de la femme l'égale de l'homme et à mains égards sa supérieure. » L'homme qui a écrit ça s'appelait Henri Bourassa. Il a écrit un texte qui a été publié dans Le Devoir du 30 mars 1918. D'ailleurs, en 1917 et 1918, il a écrit 8 textes pour s'opposer au droit de vote des femmes, ce en quoi il représentait vraiment son milieu et la hiérarchie de l'Église catholique. Maintenant, je vais aborder brièvement les réalisations et les combats de Mère Sainte-Anne-Marie. Au début du 20e siècle, vous savez tous que Montréal était alors en pleine révolution industrielle, et c'est par milliers que les Canadiens français, les Québécois, quittaient leur campagne pour venir s'établir dans les usines. Quelques chiffres, la population de la ville passerait de 90 000 habitants qu'elle était en 1861 à 900 000, soit 10 fois plus en 1941, et l'île de Montréal était occupée par 1 100 000 personnes. Le monde de la finance et des affaires était dominé par les anglo-protestants, et c'est chez eux que les grandes fortunes s'érigeront dans ce qui deviendra la métropole du Canada. Chez les Canadiens français, la vie s'organisait dans les paroisses et les familles en reprenant le même schéma social que dans les villages.
Et il faut vivre, il fallait vivre. Les garçons quittaient souvent l'école avant la fin de leur 7e année pour aller travailler non plus à la ferme, mais dans les usines. Les plus chanceux pouvaient entreprendre des études secondaires. Ceux qui étaient les fils des bourgeois pouvaient aller au collège classique et ceux qui disaient vouloir devenir prêtres pouvaient avoir l'aide du clergé. Chez les filles, l'instruction n'était même pas considérée comme une chose importante puisque de toute façon, elles allaient se marier et se faire vivre par leur mari. Mais la révolution industrielle aurait permis l'émergence chez les Canadiens français même d'une nouvelle bourgeoisie issue bien sûr du droit et de la médecine, mais aussi de secteurs nouveaux comme la chaussure, le textile, les savons, la confiserie, l'immobilier, la spéculation foncière. Cette nouvelle bourgeoisie, contrairement à celle des années 1840, qui avait été partiellement décapitée après la révolution de 37-38, la rébellion de 37-38, cette nouvelle bourgeoisie n'était plus rurale, mais elle était urbaine. Et elle avait ses exigences propres. Et c'est ce qu'a compris Mère Sainte-Anne-Marie. Elle a surtout compris que le modèle social que le haut clergé et les politiciens voulaient encore imposer à ces néo-bourgeois pour ce qui était de l'éducation de leurs filles menait tout droit à un cul-de-sac. En 1904, au Mont-Sainte-Marie, qui était avec Villa Maria le grand collège au Québec. Quand je dis collège, c'était pas un collège classique, je les décrirai tantôt, on y faisait des études secondaires un peu poussées. Donc, en 1904, Mère Sainte-Anne-Marie avait fait la connaissance d'une femme qui jouera un grand rôle dans l'histoire du Québec, Marie Lacoste Gérin-Lajoie, qui avait inscrit sa fille, Marie Gérin-Lajoie, celle-là même qui fondera en 1923 les Sœurs du Bon Conseil de Montréal, une communauté sociale. À cette époque, aucune grande maison d'enseignement ne décernait, je l'ai dit, le baccalauréat SAR aux jeunes filles, diplôme qui seul donnait accès à des études universitaires. Les deux seules universités francophones du Québec, soit Laval à Québec et sa succursale de Montréal, qui s'appelait l'Université Laval de Montréal jusqu'en 1922, ces universités étaient entièrement fermées aux filles. Les pensionnats comme le Mont-Sainte-Marie ou Villa Maria conduisaient leurs élèves, je l'ai dit, jusqu'à la 11e ou 12e année en leur apprenant en outre le chant, la musique, les bonnes manières. Mais elles préparaient surtout les filles de la bourgeoisie canadienne-française à savoir tenir leur rang en épousant des hommes de leur milieu social. Cela comportait une conséquence grave que Marie Lacoste Gérin-Lajoie décrira à Mère Sainte-Anne-Marie, et je cite, « Après leur sortie du couvent, nos Canadiennes françaises désireuses de se cultiver s'en vont à McGill, en Europe, aux États-Unis. » En 1907, un autre événement va se produire, la fondation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste par Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Caroline Dessaulles-Bihic et quelques autres femmes de la haute bourgeoisie canadienne-française. Cette première organisation féministe, qu'il ne faut pas confondre avec la Société Saint-Jean-Baptiste, recrutait ses membres, je l'ai dit, parmi les dames de la haute bourgeoisie canadienne-française catholiques. Et elle se définissait aussi comme catholique. Les revendications de cette première association, que je pourrais qualifier de féministe, porteront d'abord sur la situation juridique des femmes mariées. Mme Marie Lacoste Gérin-Lajoie écrira d'ailleurs un traité là-dessus en 1920, aidée par des religieuses de la congrégation Notre-Dame, qui travaillaient un peu en sous-main. Donc, les revendications de ces femmes portaient aussi sur le travail des femmes en usine, en particulier, les politiques sociales, la santé et, bien entendu, le droit de vote. C'est ce qu'on a appelé les suffragettes, et malheureusement, elles prendront quelques décennies à l'obtenir. Elles porteront aussi sur l'éducation supérieure, leurs revendications, l'éducation supérieure des jeunes filles et des femmes. Et c'est sur cette cause que Mère Sainte-Anne-Marie s'alliera aux féministes de son temps. Mère Sainte-Anne-Marie ne fera, j'ai rien trouvé dans ses écrits, je pense que j'en ai lu pas mal, et presque tous, aucune revendication en ce qui concerne d'autres secteurs que l'éducation supérieure. C'était vraiment son cheval de bataille. En 1913, d'ailleurs, elle avait écrit dans le journal de la Fédération, qui s'appelait La Bonne Parole, elle a écrit, je cite, « La femme a le droit, mieux encore, elle a le devoir de s'instruire. C'est ce droit et ce devoir sont reconnus aujourd'hui dans tous les peuples civilisés. »
En 1904, nous assistons aux premières démarches de la Congrégation Notre-Dame auprès du comité catholique du département d'instruction publique, qui était contrôlé, je vous l'ai dit, par les évêques, pour fonder un collège classique féminin. La congrégation avait d'ailleurs envoyé une délégation de religieuses de Villa Maria, qui était le grand collège UP de l'époque. Alors, ils se sont dit, on va aller demander l'autorisation de fonder un collège classique ou de transformer Villa Maria en collège classique. Et le comité catholique leur a répondu, j'ouvre les guillemets, « Il n'est pas opportun de lancer les jeunes filles dans des études supérieures. » L'affaire était entendue. Mais Sainte-Anne-Marie, qui, dès ce moment-là, avait commencé depuis quelques années à s'intéresser à cette cause-là, avait repris le dossier. Elle était toujours au collège le Mont-Ville-Marie, Mont-Sainte-Marie, pardon. Donc, elle a repris le dossier, elle l'a perfectionné, elle a commencé à son collège à embaucher des professeurs dans différentes disciplines en se disant « Un jour, quand j'aurai le collège, ils pourront servir. » Le 25 avril 1908, je vais vous démontrer très brièvement que Mère Sainte-Anne-Marie était une habile politique aussi. Évidemment, l'évêque de Montréal, l'archevêque, Monseigneur Paul Bruchesi, s'était toujours opposé à l'ouverture d'un collège classique pour les jeunes filles. Il ne voulait même pas en discuter. Alors, le 25 avril 1908, la patrie avait annoncé que des laïcs allaient fonder à Montréal un lycée, et j'ouvre les guillemets, un lycée neutre d'un point de vue religieux. Ah ah! Mais Sainte-Anne-Marie, comme les sœurs de la congrégation, en prenant connaissance de ça, ont dit « On va aller voir l'évêque. » Et Mère Sainte-Anne-Marie est allée voir le Monseigneur Bruchesi, et elle a fait habilement, tout ça est transcrit entre parenthèses, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que reproduire ce qui est écrit aux archives. Elle a utilisé assez habilement elle a joué sur ses émotions en lui disant « Écoutez, Votre Excellence, on ne peut pas laisser des laïcs fonder un collège alors que nous, les catholiques, on passe à côté. » Alors, il a donné son accord. C'était l'après-midi, mais le lendemain, il avait consulté d'autres personnes et il a changé d'idée. Mais il est retourné encore et il y a eu un échange entre les deux, au bout duquel c'est Mère Sainte-Anne-Marie qui a gagné. Il a dit « OK, fondez-le votre collège, mais j'y crois pas. » Il n'y croyait pas beaucoup. Il a dit des choses comme « Il n'y aura pas d'élèves, vous allez faire faillite. » Enfin, finalement, il dit « Faites-le, là. » Puis, bon. Sauf que elle l'a fait, donc on était en avril, et en septembre 1908, dans la nouvelle maison mère de la Congrégation de Notre-Dame, ce qui est maintenant le Collège Dawson, pas juste à côté de la maison mère actuelle. Donc, dans quelques classes, ils ont ouvert le premier collège classique féminin au Québec, mais ils ne l'ont pas appelé collège classique parce que ça déplaisait à ces messieurs. Ils l'ont appelé École d'enseignement supérieur. Mais c'était vraiment bien entendu. Il y avait la charte de l'université. Ils pouvaient décerner un baccalauréat SR. Et les autorités de l'Université Laval de Montréal, malgré tout, un petit peu par mesquinerie, se sont toujours entêtés à désigner cette école comme l'école d'enseignement secondaire et non pas l'école d'enseignement supérieur. Mais malgré tout, dès septembre, il y a eu 40 élèves, ce qui était déjà un succès. Et ensuite, je vous fais grâce, à chaque année, ça a augmenté. Les autorités universitaires qui avaient toujours le pouvoir de retirer son permis à cette école en lui permettant de décerner des baccalauréats SAR, un bac SAR, avaient aussi demandé à Mère Sainte-Anne-Marie, avec une certaine insistance, de retrancher du programme d'études les matières qu'ils appelaient masculines. C'est-à-dire, à ce collège, on n'enseignait pas la chimie, on n'enseignait pas la physique, on n'enseignait pas la philosophie. Donc, on pouvait décerner un bac SR, mais c'était un bac féminin, un peu inférieur à l'autre. Et là-dessus, Mère Sainte-Anne-Marie a refusé net. Il y a des lettres qui en témoignent. Elle s'est braquée, puis elle a dit « Le bac SR pour mes jeunes filles va être le même bac SR que pour les garçons. » Elle y a tenu, sauf qu'elle a fait un petit compromis. Pour faire plaisir à ces messieurs de l'université, elle a ajouté, elle n'a pas retranché, mais elle a ajouté des matières, comme les récitals de piano, des thés d'après-midi,
le thé pour apprendre à ces jeunes filles comment, n'est-ce pas, se comporter dans la société. Et finalement, elle a ainsi fait avaler la pilule. Je vous ai parlé de ces contacts, je les évoque rapidement, parce que même soumise au vœu d'obéissance, parce que Mère Sainte-Anne-Marie était comme toutes les religieuses, et le vœu d'obéissance, à l'époque, on ne riait pas. Cette femme aura révélé depuis longtemps un caractère fort, une audace dans l'action, une intelligence qui lui aura fait rapidement saisir les enjeux de son époque. C'était un peu sa force. Et puis, elle a eu, je l'ai dit, un sens politique qui va l'amener à se fixer des objectifs, à s'y tenir, tout en étant capable de patience et de compromis dans l'action. Pour atteindre ces objectifs aussi, elle a su compter sur des alliés. J'en énumère quelques-uns, les principaux. D'abord, sa propre communauté. Ce n'est pas le but de mon propos, mais il y a eu beaucoup de religieuses à cette époque-là. Quand je dis l'époque, c'est fin 19e, début 20e siècle, des religieuses qui se sont impliquées, même les supérieures, dans différentes zones pour aider les femmes. Et la communauté a toujours appuyé Mère Sainte-Anne-Marie. La difficulté qu'elle a eue, c'était souvent d'ordre financier, parce que Mère Sainte-Anne-Marie avait des projets qui coûtaient très cher. Il coûtait cher. Et la supérieure générale, puis c'est normal, elle ne voulait pas que la communauté soit mise en faillite. Alors, elle lui disait, écoutez, ça coûte très cher, vous ne pouvez pas reporter ça un petit peu. Mais finalement, Mère Sainte-Anne-Marie, tenace, réussit à l'emporter. Elle a aussi eu deux grands appuis. Monseigneur Georges Gauthier. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'un peu inconnu. Il était à l'époque l'évêque auxiliaire de Montréal, mais il jouait un très grand rôle parce qu'à la fin de sa vie, Monseigneur Paul Bruchézy, qui est mort en 1939, Monseigneur Bruchézy était malade. Il était souvent retiré un peu dans son palais épiscopal pendant 15 jours, 3 semaines, et c'était Monseigneur Gauthier qui dirigeait le diocèse. Or, Monseigneur Gauthier, qui avait connu Mère Sainte-Anne-Marie dans sa jeunesse, il avait enseigné au Mont-Sainte-Marie. Donc, les deux s'étaient connus au début de la trentaine, et c'était pour l'époque un peu un progressiste. Et lui a été nommé évêque en 1939. Malheureusement, il est mort en 1940, et c'est un autre progressiste qui lui a succédé. Mais enfin, ce n'est pas le but de mon propos ce soir. Donc, Mère Sainte-Anne-Marie avait ses entrées à l'archevêché à cause de Monseigneur Gauthier, qui l'encourageait en sous-main à aller voir Monseigneur Bruchézy pour lui arracher des oui. Et c'est pourquoi, dans le milieu, on appelait Mère Sainte-Anne-Marie l'éminence grise de l'archevêché, parce qu'elle avait ses entrées assez facilement. Donc, Georges Gauthier, jusqu'à la mort de Mère Sainte-Anne-Marie, l'a appuyé. Je pourrais faire toute une conférence sur lui. C'est un personnage assez fascinant. Il y a eu aussi un laïc qui l'a appuyé beaucoup, qui s'appelait Athanase David. Athanase David, il était secrétaire de la province de 1916 à 1936. Quand je dis la province, c'est du Québec. Et c'était un homme un peu comme le numéro 2 du gouvernement, et c'était un homme très influent. Et non seulement il appuyait Mère Sainte-Anne-Marie, mais c'était devenu, avec le temps, son ami. Alors, elle était reçue chez Mme David et M. David. Et pendant toute la vie publique de Mère Sainte-Anne-Marie, elle a reçu l'appui d'Athanase David. Pour ceux qui aiment un peu l'histoire et qui ne le savent pas, Athanase David était le fils d'un journaliste qui s'appelait Laurent Olivier David, la fameuse rue L.O. David à Montréal. Donc, c'était son père. C'était aussi le père du docteur Paul David, qui a fondé l'Institut de cardiologie de Montréal, et c'est le grand-père d'Hélène et de Françoise David et de Charles-Philippe David, des personnages bien connus maintenant. Elle a eu aussi un appui plus bref, plus modéré, mais de Lamergouin, qui était premier ministre du Québec de 1905 à 1916, et d'Alexandre Taschereau de 1916 à 1936. Et Gouin et Taschereau la recevaient, elle avait assez d'influence pour avoir leur oreille. Elle a eu aussi l'appui de Victor Doré, qui était président de la Commission des écoles catholiques de Montréal dans les années 20, avec qui elle a siégé et qui, lorsqu'elle est morte, lui a rendu un hommage absolument extraordinaire. Elle a aussi eu, à un moindre degré, et j'arrive à la fin,
Elle a eu aussi l'appui des médias. C'était, je vous l'ai dit, une femme assez flamboyante, non seulement par sa taille, son style, son allure, elle participait à la vie publique, elle était connue et les journaux en parlaient, la radio en parlait. À sa mort, elle a eu, j'ai lu beaucoup de journaux qui ont relaté sa mort et elle a eu des hommages de journaux autant francophones qu'anglophones partout au pays. Les journaux ont fait son éloge. Louis Francaire, par exemple, qui était le grand journaliste du temps, qui était directeur de La Patrie, il était journaliste à CKC, il est mort jeune, là, mais c'était le grand journaliste et il lui a consacré un grand article dans lequel il a écrit que c'était l'une des femmes les plus remarquables du pays. Elle a eu aussi d'autres hommages, mais je pense rapidement. Quel a été son héritage? Tous les historiens le reconnaissent. Elle fut la pionnière de l'éducation supérieure des jeunes filles au Québec et elle a beaucoup fait aussi pour améliorer le sort de celles qu'on appelait les maîtresses d'école. Ces jeunes filles, je dis jeunes filles parce que quand elles se mariaient devenaient enceintes, le contrat était fini. Alors, c'était des jeunes filles qui enseignaient dans les écoles de rang, les milliers d'écoles de rang au Québec et ce fut des femmes admirables jusqu'à la fin des années 50. Donc, Mère Sainte-Anne-Marie a formé aussi une première génération de femmes instruites au Québec qui seront actives après la Deuxième Guerre mondiale. Je nomme une seule de ses élèves, c'est Judith Jasmin, qui fut la grande journaliste de Radio-Canada. Elle a étudié au collège Marguerite Bourgeois. Est-ce que Mère Sainte-Anne-Marie était féministe? Je termine là-dessus. Athanase David, qui représentait bien son époque, a dit en 1909 « Quelle femme, si c'était un homme, il y a belle lurette qu'elle serait ministre. » C'était en sous-entendu que, puisqu'elle était une femme, elle ne pourrait pas être ministre, mais elle avait les qualités d'un homme. Mais ce n'était pas, dans la bouche d'Athanase David, une moquerie. C'était un compliment pour l'époque. Mais Sainte-Anne-Marie était loyale dans l'amitié. J'ai décrit dans les biographies que je lui ai consacrées cette cérémonie d'avant Noël, l'envoi des étrennes. Mère Sainte-Anne-Marie envoyait des cadeaux à plein de monde avec l'accord de sa communauté en se les attachant de cette façon-là. Et en même temps, elle était loyale envers ses amis. Quand Athanase David avait été battue aux élections, elle ne l'a pas abandonné. Elle est restée sans faire de politique active. Elle lui a gardé son amitié, même s'il n'avait plus de fonction après 1936. Elle était aussi visionnaire. Elle a soutenu qu'en éducation, les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes. Si elle a parfois tergiversé ou reculé dans la défense de cette idée, ce fut, à mon avis, plus par stratégie politique que par manque de conviction. Et on peut se dire que ses réalisations en faveur de l'éducation des femmes sont inférieures à ses ambitions. Quand on lit ses écrits, qu'elle voulait faire ceci, elle voulait faire cela, et ce qu'elle a réellement fait, ses ambitions étaient toujours plus grandes que ses réalisations, parce qu'elle avait toujours rêvé plus grand que ce qu'elle a pu réaliser, parfois au prix de grands efforts. Je l'ai dit, elle était dotée d'un solide sens politique, c'est-à-dire la capacité de se fixer des idéaux, s'y maintenir, mais de faire aussi des compromis dans l'action. On lui a reproché un certain nombre de compromis, j'en cite un qui est assez grave. En 1924, une de ses élèves, Marthe Pelland, s'est inscrite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. En 1924, c'était l'Université de Montréal. Contre l'avis, évidemment, de l'université. Il n'était pas question qu'une femme étudie en médecine, sauf que son père était un homme influent et elle était une têtue. Elle avait une tête dure, alors elle continuait de s'inscrire. D'ailleurs, elle est devenue médecin, entre parenthèses. Sauf qu'à ce moment-là, Mère Sainte-Anne-Marie était en conflit avec l'université. Elle avait peur de perdre son permis pour son collège classique et elle a fait une chose absolument impensable. Elle a écrit au recteur pour s'excuser. Elle lui a dit « Je regrette, je n'ai jamais voulu que Marthe Pelland ait étudié à l'université. Le rôle de la femme, c'est d'être une mère, etc. » Enfin, elle a repris tous les préjugés de l'époque. Quand j'ai lu cette lettre-là, qui est aux archives de la Congrégation de Notre-Dame, je suis un peu tombé en bas de ma chaise, sauf que quand on sait que la même année où elle écrit ça, elle souffrait d'insomnie, elle avait tellement peur de perdre le permis pour son collège, quand les jeunes filles qui lui disaient « Mère, on va aller à l'université, enfin on va aller à l'université », elle disait « Faites pas ça, vous allez me faire enlever mon permis ».
Alors, elle était un peu entre deux feux, et là, ce fut une période de grand compromis. Dans son ouvrage « Les religieuses sont-elles féministes », je termine là-dessus, c'est un livre qui a été publié chez Bellarmé en 1995 par l'historienne Micheline Dumont. Micheline Dumont écrit à la page 183, entre parenthèses, j'ai eu le privilège de correspondre un peu avec Mme Dumont, qui a fait carrière à l'Université de Sherbrooke et qui a écrit beaucoup aussi sur les communautés religieuses féminines. Alors, Mme Dumont écrit, entre guillemets, « La vocation religieuse féminine semble indissociable de la condition des femmes. Le rôle actif des religieuses dans le développement de l'instruction des jeunes filles au Québec a permis l'émergence des premières générations de féministes. » Et quelques lignes plus loin, elle ajoute, « Même si historiquement, elles, les religieuses, n'ont pas été féministes, les religieuses actives le sont sans doute devenues. » À mon avis, ce n'est pas tromper l'histoire que de dire que Mère Sainte-Anne-Marie était de celle-là, et j'en ai fait le titre de mon livre. Je vous remercie de m'avoir entendu.